Merci pour l'invitation d'être ici parmi vous malgré mon absence physique et de discuter le sujet des études à Mazir. Je tiens à remarquer d'abord que quand j'ai connu le Maroc et le Sousse au début des années 90, un tel sujet n'aurait jamais pu voir le jour. Et nous voici en 2015 avec le soutien des responsables gouvernementaux de tous les niveaux, invités par une association qui a à sa tête une parlementaire connue pour son militantisme en faveur de la mazirité, dans sa musique en tant que Raïssa. Ultima Fatima Tabamrant m'a tellement touchée et impressionnée avec ses paroles et sa voix inoubliable que j'ai fini par inclure certaines de ses paroles dans mon premier livre anthropologique sur Awel Akel de Timrarin, un livre que j'ai écrit suite au terrain fait dans la province de Terudat. C'est un grand honneur d'être parmi vous. Merci Fatima Tabamrant et aussi Anir Bouyakoubi. J'essaierai de répondre à la question qu'on m'a posée comme sujet de communication. Quel est l'état des études à Mazir aux États-Unis? Hélas, tout simplement, il n'existe pas d'études à Mazir dans les universités américaines en forme de filières, départements, programmes, diplômes ou même cours. Par contre, il existe actuellement quelques professeurs-chercheurs dans les universités américaines travaillant sur les populations amazigh, en anthropologie, l'histoire de l'art, histoire, sciences politiques, littérature comparative. Bien sûr, il y avait dans les années 70 les chercheurs qui ont contribué au livre Arabs and Berbers, les Arabes et les Berbères, édité par Gellner et Miko, publié en 72. Moi-même, avec l'historienne Susan Gilson Miller, j'ai organisé une conférence internationale, une première sur les études amazigh à Harvard en 2006, que nous avons publiée en 2010, intitulée Berbers and Others, les Berbères et les autres, traduit par la suite en chinois. La deuxième conférence à laquelle certains parmi vous ont participé même, c'était à Tanger en 2012, organisée avec l'anthropologue Jane Goodman et le soutien financier d'AIMS, l'Institut américain des études maghrébines. Tous les chercheurs américains qui y sont participés situent leurs recherches dans les disciplines plutôt que dans les études ethniques, que ce soit par convenience, formation ou conviction. Il y a également les politologues en Amérique qui s'intéressent à la question amazigh comme minorité dans l'État américain ou algérien. Et il existe des articles et des chapitres sûrement dans les revues, les livres rédigés, etc. Mais aucun professeur enseigne des cours exclusivement sur les populations, les cultures, l'histoire des Berbères, des Imazirènes. Parmi des étudiants et des jeunes chercheurs, le mouvement amazigh comme phénomène a élicité pas mal d'intérêt, basé pour la plupart dans les villes et aussi les questions de politique linguistique, le statut de Tamazirt, etc. Et je pense que l'orientation des jeunes chercheurs actuellement vers les grandes villes et les questions d'urbanité a contribué à cet intérêt et les associations. Aussi, il y a l'idée que faire des recherches en Tamazirt veut dire étudier l'exotique, ce qui est faux, et que ce n'est pas politiquement correct. Et cette idée a beaucoup influencé la recherche dans cette région. Cela est dommage. Si avant nous avions trop peu de recherche dans les villes, nous en avons actuellement trop dans les sciences sociales, y compris sur les sujets amazigh. Ceci est sûrement lié également à la question de la langue de recherche que j'aborderai dans un instant. Ce qui ne manque pas aux États-Unis, ce sont des départements et programmes des études du Moyen-Orient. Parfois, comme à Northwestern, où j'enseigne à côté de Chicago, les programmes sont titrés Études du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Certains professeurs qui y sont associés s'associent plus avec des études africaines. Dans mon université, je suis la seule à travailler sur les questions amazigh. Les sujets et thèmes sur lesquels on travaille se situent au Maghreb, ceux qui travaillent sur l'Afrique du Nord, donc on nous dit qu'on travaille sur le Moyen-Orient. Et souvent, on finit par enseigner sur le Moyen-Orient, avec ou sans expérience directe. Après tout, c'est comme cela que nous avons été formés dans les générations précédentes. Ce n'est pas forcément un racisme ou une discrimination, mais plutôt un manque de familiarité et un besoin de placer ces sujets quelque part. Comment expliquer le manque d'études amazigh, vu l'épanouissement des études ethniques
et des populations indigènes, autochtones, minoritaires aux États-Unis, surtout depuis les années 90. Les raisons, je souhaite suggérer, sont liées au fait de considérer le Maroc et l'Afrique du Nord une région arabe liée à l'apprentissage de la langue tamazight, c'est une des raisons, et aussi une raison, ça concerne les priorités intellectuelles des chercheurs. Les Imazirènes ne figurent pas plus dans les institutions américaines que d'autres minorités de l'Afrique ou du Moyen-Orient, telles les Kurdes, auxquels les Imazirènes sont souvent comparés, vu leur résidence qui défie les États-nations, c'est-à-dire qui les lie entre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, le Mali, Niger, etc. La source d'études régionales ou ethniques dans l'Occident est bien sûr le passé colonial et les priorités gouvernementales, ce qui explique, comme nous rappelle Amir, l'excellence des études amazighes en France. L'Amérique n'a pas de passé colonial dans l'Afrique du Nord. Oui, il y avait des militaires lors de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, le sultan du Maroc a été le premier à reconnaître les États-Unis quand les fondateurs ont déclaré l'indépendance de l'Angleterre. Mais tout cela n'indique pas un intérêt scientifique dans le Maghreb, en règle générale, et surtout pas dans la mazérité, jugée encore trop particulier comme intérêt pour le grand public américain. Il y a aussi la question du financement des études, surtout des études de langue et de terrain, qui peuvent nécessiter les ressources privées ou du gouvernement selon les accords et les fonds qui sont alloués par notre Congrès et le département de l'État. Dans les priorités de l'État américain d'après-guerre, il figurait d'abord la question de l'alignement des États arabes vers ou contre le communisme et l'ancienne Union soviétique. La question de l'ethnie n'intéressait quasiment personne, sauf dans le sens que cela mettait en question le nationalisme et l'unité de l'État arabe, soi-disant. L'idéologie arabo-islamique de l'État marocain depuis l'indépendance, même avant, jusqu'aux années 90, était en règle générale convaincant pour les Américains, au moins ceux qui faisaient attention à l'Afrique du Nord. C'est-à-dire, on disait que le Maroc était un pays arabe, voire arabe light, plus ouvert à l'Occident. Mais il y avait aussi une question pratique, celle de la langue de recherche. Il n'est peut-être pas étonnant que de nombreux anthropologues américains qui ont fait des recherches importantes dans les années 60, 70 et 80, surtout dans la région de Sète et de Marrakech, y compris les Girts et leurs étudiants, Rabineau, Crapanzano, les Dwyer, ont appris à parler Derija plus ou moins bien, mais que quelques mots maximum de tamazight. Même l'anthropologue et juriste Rosanne, qui a écrit un livre très important sur la flexibilité de distinction entre l'ethnie arabe et l'ethnie berbère, n'avait pas les compétences en tamazight. Déjà, pour les anglophones, il faut passer par le français et l'arabe fusha dans les institutions éducatives américaines. Ensuite, apprendre le derija dans sa base linguistique au Maroc. Ajouter le tamazight est souvent considéré un défi trop important. Mais aussi, il me semble, le tamazight en général n'est pas considéré important car la langue était, disait-il, en train de disparition et en plus une langue marginalisée par les institutions étatiques et les personnes dans les positions de pouvoir. On aurait pu imaginer certaines anthropologues femmes qui prêteraient attention, vu le nombre de Marocaines monolingues tamazightophones. Mais j'imagine encore une fois que ces chercheurs ont pu se dire souvent pourquoi ne pas choisir un terrain de recherche peuplé par les arabophones. C'est plus facile à apprendre la langue plutôt que chercher des problèmes dans les montagnes. Pour celles qui ont abordé le sujet dans les montagnes, comme ma directrice de thèse, comme Schilling, dans l'anti-atlas d'Imintanot, il était possible de trouver des interlocuteurs arabophones pour expliquer ce qui se passait. Il ne faut pas oublier qu'en tant qu'étudiant ou professeur, il existe des assistances pour apprendre certaines langues, mais pas d'autres. Donc, par exemple, il n'était pas possible jusque très récemment d'utiliser une bourse d'études de langue pour étudier le tamazight, ce qui a fait que des générations de chercheurs américains dans la région ont plutôt opté pour l'arabe, que ce soit Fusha ou Derija, dans certains cas, et surtout avec l'établissement de l'institution à Fès pour apprendre la langue arabe, que ce soit
Derija ou Fosra, comme on enseignait déjà Derija pour les volontaires de l'accord de la paix à Rabat. Les chercheurs, je dirais, ont été détournés par l'étude de l'arabe. Mais c'est dommage parce que les anthropologues depuis longtemps apprennent les langues locales partout dans le monde sans instruction formelle, appris plutôt sur le terrain. Il y avait certes quelques anthropologues anglophones au milieu du siècle dernier, surtout Gellner, mais, qui était britannique, tchèque, mais je passerai pour ne pas trop tarder sur le sujet. Mais je mentionne Gellner pour dire qu'il y avait le thème du nationalisme qui a attiré certains anthropologues vers les études des populations amazières, sans l'appeler ainsi, avec son livre Les Saints de l'Atlas, et aussi le thème de l'islam. Et il faut dire que ces deux thèmes, le nationalisme et l'islam, sont liés dans les recherches sur le Maghreb en général et le Moyen-Orient, au moins chez les Occidentaux. Ma génération a été formée avec l'idée qu'il n'existait pas une ethnie berbère amazigh, que cette idée était étrangère, une construction des étrangers, qu'il n'y avait que les Marocains et que la distinction arabe-berbère a été faite par les Français, surtout avec le fameux Dahir du 16 mai 1930. C'était pour nous une évidence répétée sans aucune preuve et sans doute influencée par les voies arabo-islamiques. Même au début des années 90, quand j'ai démarré mes propres recherches, au Maroc, on ne parlait d'amazirité que dans les réunions de Tamaïnout et d'Amrak. Et très peu, il y avait très peu de professeurs qui faisaient la recherche sur la langue tamazigh, mais notamment Si Ahmed Boukous, Si El Moujahid, Sadiqi et Naji, tous les linguistes. Les sujets comme le droit coutumier, les questions de terre, etc., étaient à peine abordés et il ne fallait pas dire que c'était des questions amazigh parce qu'on n'en parlait pas. En plus, en tant qu'étranger, on ne pouvait pas avoir une permission de recherche de la part des affaires étrangères pour un sujet amazigh quand les autorités disaient que l'ethnie n'existait pas et qu'on soupçonnait les étrangers de s'aimer la zizanie dans la population marocaine et peut-être qu'on était aidé par le CIA, les forces secrètes américaines, etc. Dans les années 90, il y avait des soupçons des autorités à chaque question que je posais dans les interviews, même les conversations qui me semblaient innocentes. Par exemple, sur le recensement de langue de la population, les questions de la carte tribale que j'avais commandée et qui a disparu du service des cartes dans les mois entre ma demande pour la copie sur son mur et mon retour pour la récupérer. Les exemples de ce genre peuvent se multiplier et ça n'impliquait pas que moi en tant que chercheur étranger. Tout cela a changé depuis et alhamdoulilah. La centralité des études islamiques existait avant, mais ils se sont accélérés à la fin des années 90 avec de nouvelles bourses de recherche financées par la défense aux États-Unis, même avant le 11 septembre 2001. Cette orientation dans l'étude de la région et ses populations dirige également les chercheurs étudiants dans les universités américaines vers la langue arabe plutôt que les langues minoritaires, encore une fois. Alors, quel avenir pour les études amazigh aux États-Unis? Établir une filière ou un département d'études amazigh n'est probablement pas la solution, vu les défis trop importants. Une chaire des études amazigh, est-ce possible? Ça dépend du financement, car les chaires chez nous, au moins, ne sont pas question de mérite intellectuel, mais plutôt d'argent. Cela dit, j'espère apprendre de vos expériences ailleurs, de tirer de ce colloque quelques idées sur les solutions possibles trouvées par d'autres institutions à l'étranger. Les défis, voire les barrières, sont multiples aux États-Unis. La première, c'est le manque de familiarité des étudiants et des chercheurs avec la population amazigh, donc le manque d'intérêt. Faut noter que ceci est susceptible de changer. Ça pourrait changer, bien sûr. Déjà, le soi-disant printemps arabe et les troubles terroristes et politiques en Tunisie et en Libye font que les Américains s'intéressent plus dans l'Afrique du Nord qu'il y a même quelques années.
Le fait que les colonies américaines ne sont pas dans les régions de Tamazight, mais ailleurs, fait que le désir de comprendre les questions amazirs restera limité aux chercheurs et ont déjà séjourné dans la région. D'habitude, ceci est grâce aux autres intérêts initials. En plus, il s'agit des Américains francophones qui, par hasard, ont une connaissance personnelle avec le monde maghrébin et amazigh. Cela dit, le Maroc a longtemps été considéré comme un pays stable et de sécurité, très accueillant pour les étrangers. C'est sans doute une des raisons pour le grand nombre de chercheurs travaillant sur le Maroc, en comparaison avec les régions plus turbulentes politiquement, qui ont eux aussi des traditions fortes d'études de langue et d'échanges. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, les étudiants actuellement sont détournés des programmes d'échange de langue arabe qui souhaitent étudier pendant une année, une demi-année ou en été, en Égypte, au Liban, même en Jordanie, car ces pays sont jugés trop risqués. Et souvent, quasiment toujours, ces étudiants finissent par étudier au Maroc, où se trouvent les programmes d'études d'arabe. Les effets potentiels sont considérables. Au moins dans une randonnée dans le Haut-Atlas, un week-end en été, ces étudiants risquent de rencontrer des populations tamazirtophones, ce qui ne peut qu'éliciter des questions sociologiques. En revanche, malheureusement, il est plus souvent le cas que le Maroc est positionné comme laboratoire pour les enjeux sociaux arabes et musulmans, sans regarder ni la spécificité du pays, ni l'importance du composant amazigh dans le tissu national. Je ne mentionne que le Maroc, car rare est l'étudiant qui poursuit ses études en Tunisie et quasi introuvable ceux qui étudient en Algérie, pour les raisons qu'on pourrait aborder une autre fois. La question de l'enseignement de la langue tamazight aux États-Unis rencontre les mêmes problèmes auxquels vous avez tous fait face et depuis toujours. Quelle variété enseigner? Avec quelle graphie? Avec quels moyens financiers et matériels, etc. Enseigner une tamazight standard en graphie tifinagh qui ne correspond à aucune variété régionale ne ferait que réduire davantage l'intérêt des étudiants américains qui cherchent à pouvoir communiquer oralement le plus rapidement possible. Certains se servent des guides d'apprentissage de langue créés par le Corps de la Paix avec l'alphabet latin, et tout cela a été établi avant que la langue tamazight a été introduite dans les écoles marocaines. Regardons vers le futur. Il me semble que la seule façon de développer les études amazigh parmi les étudiants et les chercheurs américains, c'est par la création des liens et des modalités de formation et de coopération de recherche avec les unités d'études amazigh au Maroc ou ailleurs en forme de programmes courts, c'est-à-dire programmes d'été, de semestre ou de l'année. C'est-à-dire les programmes soi-disant study abroad, étudier à l'étranger, avec des séjours qui comprennent des logements dans les familles d'accueil parlant tamazight, aussi bien que les cours de classe, les projets de recherche indépendants avec suivi, etc. On pourrait envisager ce genre de programme avec l'aide des ONG dans les diverses régions au Maroc, y compris ici dans le Souss. Nous avons déjà une association américaine pour les études sur le Maghreb, le AIMS, et c'est avec leur financement que j'ai pu faire la conférence à Tanger. Je ne sais pas si eux ils pourraient contribuer. En conclusion, les questions que je souhaite poser dans ce forum sont peut-être trois. Premièrement, quel est le but des programmes d'études amazigh, que ce soit en Amérique ou ailleurs? Est-ce de multiplier la quantité de recherches faites sur les populations amazigh ou tamazirtophones? Ou plutôt, est-ce de revendiquer le manque d'études amazigh dans une ambiance universitaire qui a privilégié pendant longtemps les études arabes et francisisantes, c'est-à-dire est-ce le but, une légitimisation de l'identité amazigh? Si oui, quelle est la justification intellectuelle pour ce projet? La deuxième question, quels sont les avantages et les désavantages du positionnement d'un côté des chercheurs étrangers et de l'autre des natifs
des locateurs natifs dans les études amazighes. Surtout vu que, comme Anir nous a élaboré, et Paul Silverstein a publié également, sur la question sur le fait que le champ de recherche a changé. Car avant, les Berbères étaient un sujet, et maintenant les chercheurs amazirs sont les acteurs principaux dans les représentations des Imazirènes. Et je souhaiterais ajouter aussi quelles sont les limites des chercheurs sur les sujets amazirs qui ne parlent pas le tamazir dans une de ces variétés. Troisième question, est-ce que nous recherchons un genre d'anthropologie de sauvetage à la Boèze, c'est-à-dire la documentation de mots et choses berbères, comme Laoste a entitré son livre, avant qu'il n'arrive une arabisation de la population maghrébine de façon importante. C'est-à-dire, est-ce que le but, c'est d'enregistrer les rites actuels, tels que les Imazirènes les conçoivent, et les viens, et la langue aussi, ou est-ce que c'est de faire un regard critique sur ces pratiques dans leur forme antécédente et actuelle, sans essentialiser, par exemple, mais comment faire avoir un regard critique plutôt que célébrer les actions et les activités en faveur de la mazirité. Si les études amazighes sont un peu comme les études de genre dans les milieux universitaires ou des études des minorités, on pourrait imaginer la fin de ce besoin de particularité, avec une reconnaissance généralisée dans la population maghrébine. C'est-à-dire, peut-être un jour, il ira de soi que étudier le Maghreb, c'est étudier les Imazirènes et le Tamazra dans sa complexité culturelle à l'intérieur de la tissu des États-nations concernés. En conclusion, je voudrais noter, comme Tassadit Yassine a mentionné au mois de mai dans un colloque à la Sorbonne, la plupart des chercheurs historiquement sur le monde amazigh, surtout des anthropologues, étaient les femmes. Et elles ont écrit sur les femmes, entre autres. Pourquoi est-ce que ce n'est plus le cas? On pourrait demander. Ce n'est pas à moi de le dire en tant qu'étrangère à votre société et de votre culture, mais nous n'avons qu'à regarder autour de nous, de voir les contraintes sur les mouvements des femmes, leur exclusion sur plusieurs niveaux, par les questions de modestie ou de comportement attendus par la famille, la société, et actuellement les pressions islamistes. En plus, nous devrons mettre en question les formes de science ou de connaissances que nous estimons en tant que communauté de chercheurs. Si les formes d'expression et de vie féminine sont dévalorisées, quelle étudiante ou chercheur choisirait d'essayer de les mettre en valeur? Enfin, c'est exactement ce projet que j'ai abordé dans ma première recherche, valoriser les façons de vivre et de s'exprimer qui sont dénigrées par la société marocaine, même la société amazigh à ce moment-là, tout en mettant en valeur le travail important que faisaient ces pratiques, surtout que ce soit dans le chant, le langage tajlid parlé à domicile, et donc transféré aux futures générations, et les labours des femmes dans les champs. Et j'insisterai, comme j'ai insisté dans mon premier livre We Share Walls, que les montagnes et les plaines tajlitophones ou tamazirtophones sont les vrais instituts de langue plutôt que les instituts dans les villes. J'insisterai aussi sur l'importance de documenter les pratiques telles qu'elles sont vécues, de chercher à comprendre leur évolution, leur changement sans les juger, et surtout de ne pas célébrer, mais plutôt de rendre banal et ainsi de rendre acceptée toute expression ethnique qui est marginalisée par le nationalisme qui a tendance à homogénéiser et à mettre en déséquilibre les relations entre les différentes parties de la population dans n'importe quel État, y compris le Maroc et les autres États de l'Afrique du Nord. Merci à vous tous et j'espère lire vos questions et vos commentaires en forme mail à khoffman@northwestern.edu.